permettez, remercier M. le Président de la République et M. le Premier ministre et tout le gouvernement pour la confiance renouvelée en notre modeste personne, en nous maintenant au gouvernement et en nous confiant même un nouveau mandat. Un mandat qui n'est pas des moindres, un mandat qu'on a assumé certes dans un contexte différent, un mandat qui nous est confié à un moment où le chef de l'État, l'opinion nationale, je crois, considère que le défi le plus important pour le pays aujourd'hui concerne la fourniture d'électricité et la fourniture d'eau aux populations et à la nation. Et donc, une preuve de confiance importante que de nous permettre de revenir à ce département dans l'espoir que nous puissions répondre à cette attente récente et à cet impératif devenu désormais le plus important et de la nation et donc du mandat du président. Je voudrais remercier l'ensemble des personnels du cabinet, des administrations du ministère, des dirigeants des entreprises sous tutelle que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu dialoguer, même l'ensemble du personnel du secteur, pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont accordé. J'ai reçu des messages très touchants, exprimant leur satisfaction face au choix fait par le président et par le Premier ministre, et leur conviction que, ensemble, nous pouvons redresser la situation actuelle. Donc, nous savons quelle est notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'améliorer le service public de l'électricité et de l'eau pour les ménages et pour l'économie, pour les familles et pour les acteurs économiques et industriels, pour améliorer les conditions de vie des populations et pour être un moteur du développement de la nation à un moment où le président a choisi comme thématique qui sert de fil conducteur à son projet de société d'accélérer la marche vers le développement. Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y aura pas d'accélération ni de marche vers le développement sans électricité et sans eau. C'est donc une lourde responsabilité. Notre échec signifierait l'échec du président, signifierait l'échec de la nation tout entière, signifierait l'échec des espoirs que peuvent avoir aujourd'hui les citoyens et les citoyennes congolais et congolaises à un moment où l'économie semble se porter mieux. La croissance évaluée par les compétences appropriées pour 2025 est de 3,8%. C'est un niveau très important de croissance. La croissance attendue pour 2026, toujours par les mêmes sachants, pourrait être de 5,3%. Dans ce contexte, un des éléments déterminants est la résolution de l'accès à l'électricité, à la fois pour les populations et pour le secteur économique. Donc c'est une lourde responsabilité. Je voudrais à ce stade saluer l'excellent travail fait par le ministre Émile Bosso. Excellent travail. De tous ceux qui ont poursuivi la mission à la tête du ministère de l'Énergie hydraulique, je me permets de dire que c'est celui qui, de toute évidence, s'est approprié une stratégie adoptée en 2010 et qui a multiplié les efforts, n'a pas ménagé les efforts pour essayer de la mettre en œuvre. Ce n'est pas facile de mettre en œuvre des réformes. Et bien entendu, ce n'a pas été facile.
Et on peut lui reconnaître la bonne volonté, on peut lui reconnaître l'engagement, on peut lui reconnaître d'avoir fait de son mieux. Et donc je suis très heureux de trouver un ministère où de nombreux progrès ont été accomplis. Un ministère où de nombreuses initiatives ont été prises. Un ministère où de nombreux projets ont été adoptés, notamment avec les institutions internationales, de nombreuses institutions internationales, marquant un engagement incroyable des partenaires techniques et financiers pour notre secteur, à la fois pour les sociétés et pour eux. C'est-à-dire que nous avons trouvé un contexte où il y a un certain nombre d'acquis, sur la base desquels nous pouvons imaginer de construire le progrès attendu. Pourquoi pas de construire l'accélération qui est attendue. Ces projets ont également été portés, y compris par le secteur public. Ces projets, bien sûr, se sont appuyés sur les compétences du secteur, c'est-à-dire les compétences de KRC, les compétences de LCDE, les compétences du ministère, évidemment, se sont appuyés sur des initiatives prises à ce niveau-là, se sont appuyés sur des plans, des diagnostics, des études faites à ces différents niveaux. Et c'est sur cette base-là que nos partenaires ont donc choisi de nous accompagner pour réaliser les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Nous ne partons donc pas de rien. Ce serait grave et illégitime de dire que rien n'a été fait parce qu'on arrive. Parce que parfois nous regardons, c'est ce que nous faisons. Nous croyons que nous sommes les premiers à travailler, que personne n'a jamais travaillé avant nous. C'est rarement comme ça que les choses se passent. Je dis ça sans enlever aucun mérite aux autres collègues qui ont été désignés par le chef de l'État à la tête de ce ministère. Chacun d'eux, je crois, a apporté sa pierre à l'édifice. D'Henri Ossébi à Serge Zoniaba, puis Honoré Saïd, je crois que chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Nous allons essayer de capitaliser tout cela. Ce secteur est aujourd'hui gouverné sur la base d'un certain nombre d'outils de gouvernance. Le premier d'entre eux, ce sont les deux lois de 2003, portant code de l'électricité et code de l'eau. N'ont pas encore été abrogés, donc ils sont toujours en vigueur. C'est notre socle juridique, légal et institutionnel. Mais c'est aussi le socle de la doctrine que la nation a adoptée il y a 23 ans et que pour l'instant, personne n'a remis en cause de façon formelle. Remettre en cause de façon formelle, c'est ou abroger la loi ou la modifier. Et ces deux lois affirmaient la volonté de l'État, de la nation. Une loi est approuvée par le Parlement dans ses deux chambres. Lequel Parlement dans ces deux chambres agit, légifère au nom du peuple. Ces deux lois affirmaient une volonté très claire, c'était celle de libéraliser les deux secteurs, c'est-à-dire d'accorder la première place. Je n'ai pas dit l'unique place, je n'ai pas dit le monopole, la première place au secteur privé. Ceci n'a rien d'étonnant parce qu'en 1991, ce pays a choisi l'économie libérale, rompant ainsi avec l'économie planifiée que nous avons pratiquée pendant tout le temps. Nous avons été socialistes et communistes. En 1991, nous avons choisi de rompre avec ce modèle économique et avons choisi l'économie libérale. Nous n'avons pas encore changé d'avis. D'un président à un autre, nous n'avons pas changé d'avis. Le président Lissouba a entériné cela. Lui qui se définissait comme étant libéral, ne pouvait pas dire autre chose. Le président Sassou, en revenant aux affaires, n'a pas remis cela en question, d'autant plus que son propre parti a choisi la social-démocratie, dont la doctrine économique et le social-libéralisme. Donc c'est un choix qui s'inscrit parfaitement dans un virage que la nation tout entière
a accompli depuis 1991. C'est donc à bon droit, à bon escient, que ces deux lois ont été prises. Quand on dit cela, cela ne signifie pas du tout que l'État disparaît. Non. Les deux lois disent une deuxième chose importante. La fourniture de l'électricité et d'eau sont des services publics. Donc c'est l'affaire de l'État. C'est l'État qui en est responsable. L'État, à travers cela, ne s'est pas déresponsabilisé. Pas du tout. C'est une affaire de l'État. C'est un service public. Ce n'est pas un service privé. Et l'État dit, c'est la troisième chose, qu'il peut concéder, ce n'est pas une obligation. Il peut concéder délégation du service public à des entreprises publiques ou privées. Le détail est important. Public ou privé. L'État peut choisir de déléguer le service public en partie à une entreprise publique qui lui appartient. Elle devient délégataire. Comme il peut le faire à une entreprise privée, elle devient délégataire. C'est-à-dire que l'État peut garder un certain nombre de pans, des activités de l'eau et l'électricité sous son contrôle. Donc ce n'est pas une libéralisation sauvage. Dans ce texte, le mot privatisation n'apparaît pas. L'État, dans la loi, n'a pas dit qu'il privatisait quelque chose, parce que beaucoup sont passés de la libéralisation à la privatisation. C'est autre chose, la privatisation. C'est un autre concept que ces deux lois n'énoncent pas du tout, n'abordent pas du tout. C'est ce qui gouverne les deux secteurs. Nous devons nous poser la question de savoir, tous ensemble, si nous voulons garder ces lois ou les changer. Moi, je suis très ouvert. Ces deux lois ont été préparées par le ministre Tassoua, Jean-Marie. Moi, j'étais conseiller du président, entre autres, pour l'eau et l'électricité, tout en étant PDG de la SNPC. Donc, j'ai suivi le processus. Et le ministre Jean-Marie Tassoua avait veillé à ce que la démarche de préparation des lois soit réellement participative. Tous les acteurs ont été associés à la préparation des deux lois. Et puis, il les a portés au gouvernement et finalement, il a quitté le département. C'est le ministre Philippe Mouveau qui a défendu ces lois au gouvernement et devant le Parlement. Il les a fait promulguer en 2003. C'était donc à l'époque l'expression de la volonté nationale, toute sensibilité comprise. Ce n'était pas une décision unilatérale du gouvernement, non. Ce n'était pas un cabinet qui s'est enfermé quelque part et puis le gouvernement a pris les conclusions et puis a décidé, non, pas du tout. Il y a eu des commissions pour préparer cela. Mais la même nation peut changer d'avis. Les mêmes acteurs peuvent changer d'avis. Que nous sommes principalement. Et si nous arrivons à convaincre les autres acteurs, c'est-à-dire le gouvernement puis le Parlement, nous pourrons changer ces lois. C'est une question que je pose dès à présent. Si vous pensez qu'il faut la changer, la loi, je suis ouvert à ce qu'on engage la démarche pour changer ces deux lois. Ouvert. Je suis prêt à mettre en place un comité de travail, de relecture, d'analyse, par rapport au recul qu'on a aujourd'hui. Ça fait 23 ans que ces lois ont été prises, le contexte a changé, peut-être un certain nombre de technologies ont changé, l'environnement a changé, beaucoup de choses ont forcément changé, peut-être que ces lois ne sont plus adaptées. Si c'est ce que nous pensons collectivement, je suis ouvert à ce qu'on mette un comité de travail là-dessus et on revoit ces lois. Et soit on les abroge, soit on les modifie. Et j'irai défendre la position des acteurs du secteur auprès du gouvernement et auprès du Parlement. Mais pour l'instant, ces lois ne sont pas abrogées. Donc, elles sont toujours d'application stricte. Les juristes disent quoi? Durales, c'est de l'Est. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Le deuxième outil de gouvernance de notre secteur, c'est la stratégie que nous avons eu le bonheur et l'honneur de faire adopter en décembre 2010. Stratégie de développement des secteurs de l'électricité, de l'eau et de l'assainissement, approuvée en Conseil des ministres par le biais d'un décret présidentiel. Stratégie qui n'a pas encore été non plus remise en question formellement, donc pas abrogée. Durales et de l'Est, cette stratégie
pour l'instant, est le seul outil stratégique dont nous disposons qui a été approuvé à ce niveau-là, c'est-à-dire par un décret du président. Il y a d'autres éléments, je sais, qui ont été élaborés. Je suis au gouvernement, je ne me souviens pas avoir vu un texte qui soit arrivé au gouvernement pour abroger cette stratégie. Donc elle est toujours d'application stricte, cette stratégie. Puis, d'autres outils de gouvernance ont été mis en place, même présents. Du dernier d'entre eux est le pacte énergétique national, dans le cadre de la mission 300. Je crois que nous devons faire la revue des outils de gouvernance pour avoir les lois qui nous conviennent, avoir la stratégie qui nous convient, si nous devons modifier celle qui existe, et sur cette base, élaborer les documents de politique nationale de l'eau et l'électricité. Élaborer ces politiques sans avoir revu la loi et la stratégie ne me paraît pas être très cohérent. La politique tire son essence, sa substance de la loi, du cadre légal et de la stratégie. Donc, je sais qu'il y a un travail qui a été fait, qui est très avancé pour la politique nationale de l'eau. Je mettrai ce document en suspens et nous inciterai rapidement à engager la revue des lois et de la stratégie pour que nous puissions élaborer les politiques nationales de l'eau et de l'électricité. Ceci, même si on est en mode accéléré, exige un peu de temps. 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Ceci peut être nourri judicieusement par tous les autres documents qui ont été élaborés dans l'intervalle. Les diagnostics, les études, de toutes sortes. Même peut-être des projets de stratégie, notamment de l'électrification avec nos partenaires internationaux. Des documents de ce genre ont été proposés. Plus récemment, nous avons cette étude diagnostique qui a été confiée à ce cabinet ivoirien, M. Serge Yao, que je crois dans le secteur tout le monde connaît désormais. C'est une initiative heureuse. Je les ai reçus alors que j'étais encore ministre des hydrocarbures, à la demande du ministre Rémi Bosso, puisqu'il y avait la question du gaz à regarder. Et j'avais déjà, dès ce jour-là, insisté pour que ce soit une démarche participative. À la fois les dirigeants des structures, entreprises, administrations, mais surtout le personnel, à travers les syndicats. Et il m'avait assuré que c'était le cas. J'espère que c'est effectivement le cas. C'est ce que je lui ai encore dit récemment. Depuis que je suis ministre de l'Énergie hydraulique, évidemment, on s'est revu. Il souhaite faire une restitution, je lui ai dit de la retarder parce que je veux être sûr que tout le monde s'est parlé. J'ai vu que Caressé organise une réunion sur le sujet. C'est une très bonne chose. Nous allons faire la même chose, on va faire la même chose au ministère. Et ensuite, on rencontrera la direction générale et le conseil d'administration de Caressé pour échanger sur ce diagnostic, qui n'est pas une décision du gouvernement. Je veux dire, c'est une étude diagnostique, probablement qui va déboucher sur des préconisations. Ce sont des préconisations des cabinets, c'est toujours pas une décision du gouvernement. Et puis, je souhaite échanger avec les partenaires sociaux. Et c'est seulement en fonction de cela que j'autoriserai ou pas un atelier de restitution. Je ne veux pas qu'avant que le gouvernement n'ait pris une décision, un atelier de restitution soit interprété comme une décision du gouvernement et entraîne des réactions. J'apprécierais si oui ou non il faut le faire. Sinon, on peut ne pas le faire. Et on a le rapport que tout le monde a regardé, qui est adressé au ministre, qui regarde. Et à ma façon, je peux organiser la validation, entre guillemets, des conclusions diagnostiques, sans faire une grande messe. On n'a pas besoin de grande messe à tout prix. On jugera l'opportunité. Donc, nous avons cette opportunité de disposer d'une étude récente. Je crois que le cabinet souhaite faire la même chose pour la CEC pour être parfaitement complet sur l'ensemble du secteur de l'électricité. Nous en discutons avec la CEC, on verra dans quelles conditions cela peut être fait, pour compléter ce qu'ils ont déjà fait, principalement pour Caressé, mais clairement ils sont allés bien au-delà de Caressé. Donc tout cela devrait nous aider à définir
la doctrine à laquelle nous croyons et que nous voulons proposer à la nation. Laquelle doctrine sera le soubassement de lois modifiées ou nouvelles, stratégies modifiées ou nouvelles, et subséquemment politique nationale de l'électricité et de l'eau. Mais entre-temps, on ne peut pas dire aux Congolais, attendez, nous sommes en train de réfléchir. Ils ne comprendraient pas. Donc nous sommes obligés d'avoir une démarche transitoire, en attendant que tous les éléments structurels de gouvernance du secteur soient prêts. C'est pourquoi je m'inscris dans 3 délais. Un premier délai à 2 ans. Un deuxième délai, 2030. Ça correspond à des engagements qu'on a pris dans le cadre de plusieurs de nos projets, notamment la mission 300. Un autre délai à 2035, ça correspond à d'autres engagements que nous avons pris. Et un dernier délai à 2040, parce que c'est un délai qui a été pris en compte dans le cadre de l'étude engagée à la demande du président pour définir la stratégie nationale pour l'horizon 2063, ça s'appelle Congo 2063, qui est menée brillamment par le ministre Gatsé, le ministre du Plan, avec l'assistance de KPMG. Donc 2 ans, 2028, 2030, 2035, 2040. 2030, 2035, 2040, j'espère que ces échéances seront traitées avec les outils structurels que nous aurons choisis. Donc il faudrait qu'on ait terminé la démarche pour ces outils avant 2 ans. D'ici 2 ans, nous devons définir ce qu'on fait pendant ces 2 ans. D'où l'échéance de 2 ans. Je vous fais une confidence qui n'en sera plus une. Évidemment, le président, lui, il a prévu de me demander des comptes dans 1 an. C'est ce qu'il m'a dit. En me nommant à la tête du département, dans 1 an, il veut des résultats. Mais je crois qu'il est raisonnable de s'inscrire dans une transition sur 2 ans. Et bien sûr, j'espère qu'après 1 an, on aura quand même fait quelque chose que je pourrais lui présenter. Mais ça me paraît raisonnable de se fixer 2 ans. Si en 1 an, on a fait des miracles, tant mieux. Si on est allé beaucoup plus vite, tant mieux. Au niveau de la démarche structurelle, de la gouvernance, tant mieux. Mais donnons-nous 1 an de plus pour espérer que les choses ne soient pas totalement résolues. Il ne faut pas être démagogue, mais espérer qu'il y ait un mieux tellement sensible que tout le monde puisse constater qu'il y a une dynamique de progrès, qu'il y a un momentum, qu'il y a un trend positif. Alors, ce que nous devons faire sur ces 2 ans, nous devons le définir très vite. Au maximum, avant les fameux 100 jours. 100 jours, c'est 3 mois après la mise en place du gouvernement. Il a été mis en place le 24 avril, c'est ça? Donc, au plus tard, le 24 juillet. Bon, si on pouvait finir le 24 juin, ça m'arrangerait. Si on pouvait finir le 24 juin, ça ne me laisse pas beaucoup de temps. Pourquoi le 24 juin? Pour que le dernier mois des 100 jours puisse être utilisé à préparer la mise en œuvre. Et qu'à la fin des 100 jours, nous passions à la mise en œuvre. Jusqu'au 24 juin, on définit les choses. Au 24 juillet, on démarre les choses. Parce qu'on a l'échéance de 2 ans en général et 1 an pour moi. Donc ça me laisse 9 mois pour pouvoir montrer au président qu'on a effectué des progrès. Donc nous allons mettre en place une équipe très vite pour ça, pour définir ce qu'on pourrait appeler un plan d'action à très court terme. Je ne veux pas utiliser le mot urgence, ça fait toujours un peu peur. Plan d'action pas à court terme, à très court terme. Le court terme pour moi c'est 2030. Le moyen terme c'est 2035-2040 et le long terme c'est 2063. Pour coller à la démarche nationale. Vous voyez que pour l'instant, le souci que j'ai, c'est comment, en 1 année, en 2 ans maximum, améliorer de façon substantielle le service de l'électricité et de l'eau. Pour l'instant, c'est ça mon souci. Je veux le dire clairement. Pour l'instant, mon souci, ce n'est pas les réformes. Non.
Pour l'instant, le souci, c'est que les Congolais vivent un peu mieux la fourniture d'électricité et d'eau, que les entreprises vivent un peu mieux cela. Avec ou sans réforme, c'est une obligation qui s'impose à moi, donc à nous tous. Les réformes, nous aurons le temps d'en parler en fonction, encore une fois, de la démarche structurelle que nous allons engager. Elle induira forcément des réformes, pas seulement des entreprises, mais du secteur, ou des deux secteurs. Des deux secteurs. Pour ce que nous devrions faire pendant ce plan d'action à très court terme, je suis très heureux parce que nous avons une kyrielle de projets, pour la plupart financiers, qui nous permettent d'agir très très vite. Certains sont en cours de réalisation, déjà commencé. Je les cite dans le désordre. En tête, je citerai le PASEL. Non, je devrais citer d'abord la mission 300. En tête, la mission 300. La mission 300, c'est l'engagement pris par un certain nombre d'institutions internationales, Banque mondiale, BAD, Fondation Rockefeller, et il y en a beaucoup d'autres, pour que d'ici 2030, les 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité soient divisés par deux et qu'on ait donné l'électricité à 300 millions d'Africains. D'où le nom de mission 300. C'est dans ce cadre que nous avons adopté le pacte énergétique national. Nous avons pris ce nombre d'engagements dans le cadre de cette mission 300. C'est un engagement pris au plus haut niveau par le chef de l'État, pour lequel il ne souhaite pas échouer. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Nous, on pèse très peu, 600 millions. Donc, on devrait pouvoir, pourquoi pas, aller même plus loin que cet objectif. Plus loin. Et je crois que dans nos objectifs, nous allons plus loin que cela. Donc, la mission 300, qui devrait donc être financée, une partie des financements est déjà disponible, est en cours, et nous devons accélérer sa mise en œuvre. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place. Nous allons examiner tout cela, je vais vous dire dans quelles conditions. Nous avons le PASEL, programme d'amélioration du secteur de l'électricité avec la Banque mondiale, pour un montant de 100 millions de dollars, auquel devrait s'ajouter la décision déjà prise, apportée par l'Italie, 100 millions d'euros, avec deux principales composantes: le transport d'électricité et la distribution, et une toute petite composante pour l'eau, pour une étude stratégique d'amélioration de la fourniture d'eau en République du Congo. Nous avons le plan Mattei pour l'Afrique, avec une grosse composante eau, matérialisée par un projet très précis qui est en cours de finalisation de l'étude de mise en œuvre, qui est intitulée Tous les deux, mais qui a aussi une composante d'électricité. Nous avons le PESOR, 15Z, programme d'électrification des zones rurales, conduit par le PNUD, mais avec derrière une ribambelle de financiers. Nous avons un projet avec l'AFD qui concerne l'eau. Nous avons des projets avec des partenaires privés pour l'électricité. 60 milliards de CFA visés et qui concernent principalement la réhabilitation, le renforcement du réseau de distribution de l'électricité. Nous avons le projet concernant la réhabilitation, l'amélioration des capacités de transit de la ligne très haute tension Brazzaville-Pointe-Noire avec Eni, projet en cours. Nous avons le projet intitulé Plan d'électrification pour tous, je crois que c'est le PNUD, et ainsi de suite. Nous allons mettre en place, nous avons mis en place
crois que la note est signée, une coordination générale de l'ensemble de ces projets. Parce qu'à l'écoute des partenaires et des animateurs de ces projets, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin urgent de mise en cohérence de l'ensemble de ces projets pour s'assurer qu'ils ne sont pas redondants, qu'ils sont parfaitement complémentaires, s'assurer qu'on n'a pas oublié les problématiques au passage. Et on pourrait être surpris d'avoir disposé de beaucoup d'argent de partenaires et oublier les pans entiers des conditions préliminaires à une amélioration substantielle. Donc, on va mettre en place une coordination générale des projets pour l'ensemble du secteur, avec 2 coordonnateurs adjoints, l'un pour l'électricité, l'un pour l'eau. Le coordonnateur général n'est pas encore désigné. Le coordonnateur général adjoint pour l'eau est désigné, c'est M. Fundou, que tout le monde connaît. Il peut se lever, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Il doit en avoir beaucoup. Voilà. Et le coordonnateur général adjoint pour l'électricité, c'est M. Jean-Marie Iwanza. Est-ce qu'il est dans la salle? Moi, je ne le vois pas. Que tout le monde connaît, je crois, ancien DGE, ancien agent de la SNE, colonel de son état. Et nous cherchons le coordonnateur général. J'espère qu'on va le trouver. Ils seront assistés par un secrétaire technique et tous les projets rapporteront à cette coordination générale qui sera donc chargée d'assurer l'harmonisation des actions menées par les différents projets. Certains de ces projets ont les mêmes composantes, donc vous retrouverez la distribution dans le projet PASEL, vous retrouvez ça dans le projet avec les partenaires privés. Dans le PASEL, il y a une composante transport, vous la retrouvez avec ENI. Donc on veut s'assurer que tout ça est cohérent, que les cahiers des charges sont cohérents, d'abord qu'ils existent, puis qu'ils sont parfaitement cohérents, et qu'ils couvrent l'ensemble des problématiques. On n'en a oublié aucune. Pour qu'à l'issue de l'exécution de ces projets, nous ayons en effet résolu les problèmes qui étaient visés, ciblés, mais surtout créer les conditions d'une amélioration, j'insiste sur le mot, substantielle du service public de l'eau. Nous allons organiser un séminaire, j'utilise ce mot, 2 jours, enfermé quelque part, on verra comment on va financer ça, où on va passer en revue tous les projets un par un, de façon à ce que nous puissions partager l'information sur tous ces projets. Et qu'on ait le même niveau minimal d'information sur les projets. Et nous commencerons le travail d'harmonisation et de mise en cohérence de tous ces projets, dès cet instant-là. Et puis, ils se poursuivront sous l'égide de la coordination générale. Nous en profiterons pour nous assurer qu'il y a une certaine harmonie dans l'animation des projets. Si nous choisissons que ces projets soient animés par des unités de coordination des projets ou des unités de gestion des projets, eh bien, on définira la structure, le socle de la structure, même s'il peut y avoir des nuances en fonction des partenaires, mais on devrait avoir à peu près le même socle en matière d'animation des projets. Nous allons nous assurer que chacun de ces projets implique tous les acteurs concernés, pour que tous les acteurs concernés s'approprient le projet. On va s'en assurer que les interactions entre projets qui sont nécessaires soient également mises en place, et cela nous amènera à rediscuter avec les partenaires pour reconfigurer les unités de gestion des projets ou de coordination des projets, si c'est nécessaire. Donc, tous ces projets devraient nous permettre de connaître des avancées importantes. Au milieu de ces projets, il y a quelques problématiques qui me semblent nécessiter de mettre en place des équipes de travail. Parmi lesquelles la question des comptages. Nous ne pouvons pas, après 2 ans d'autant de projets,
d'autant d'argent dépensé, avoir encore à se plaindre des problèmes de comptage, aussi bien pour l'eau que pour l'électricité. Donc, au bout de ces projets, nous devons avoir résolu les problèmes de comptage pour l'eau et l'électricité. Pour l'eau, ça consiste à ce que, oui, tous les abonnés aient un compteur. Tous les abonnés. Pour l'électricité, ça consiste à ce qu'au bout de ces 2 ans, tous les abonnés aient un compteur intelligent. Ils sont déjà prévus dans les projets par petits bouts, 45 000 ici, 126 000 là, ainsi de suite. La décision, clairement, aujourd'hui que j'ai, non, c'est une décision prise, c'est qu'au plus tard, dans 2 ans, tous les abonnés de l'ECAREC soient dotés d'un compteur prépayé. Abonnés privés, abonnés publics, abonnés industriels, tout le monde. Je ne vais pas développer ici tous les avantages que ça apporte, mais ça apporte énormément d'avantages, et pas seulement commerciaux, y compris dans la gestion du réseau. Y compris dans la gestion du réseau. Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre en main de façon résolue ce sujet. Et il y aura un comité de pilotage du sujet de comptage, avec une composante d'eau, composante d'électricité. Autre sujet, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre en charge, à la demande du président, il nous est requis de réussir le projet Eau pour tous. Eau pour tous. Projet cher au président, qui visait à doter 4000 villages de forages alimentés par l'énergie solaire. 2500 ont été réalisés. Aujourd'hui, il y a moins de 100 qui fonctionnent. Ils ont été réalisés, oui, par les grands travaux. Nous en parlons avec le vice-premier ministre. Nous devrons mettre en place un comité pilotage de ce projet que nous demanderons aux grands travaux de nous transmettre. C'est la volonté du président. Et nous devons très vite faire une revue complète du projet, diagnostic de la situation, une analyse des problèmes et faire des préconisations. Là où on peut effectivement remettre les forages en service, là où on ne peut plus rien faire, il faut trouver une autre solution, là où le forage n'est pas la meilleure solution, ainsi de suite, et proposer un plan de relance et de finalisation de ce projet pour tous au président. Ça aussi, c'est dans les 2 ans. C'est un projet transversal, puisqu'évidemment, sans énergie, il n'y a pas d'eau. Donc forcément, il y a une composante eau principale, mais il y a une composante énergie, évidemment. Voilà donc 2 sujets particuliers qui viendront se greffer sur les projets déjà existants. Sur les projets existants, au niveau de l'électricité et dans le cadre des projets liés au réseau de distribution, il y a des thématiques que nous entrerons en détail le moment venu, auxquelles je suis très attaché et que j'espère que nous prendrons en charge correctement. Vous voyez que nous avons parlé transport, c'est une composante qui apparaît dans plusieurs projets. Nous avons parlé distribution, c'est une composante qui apparaît dans plusieurs projets. Il en manque une très importante, c'est la composante production. La production installée actuelle est de l'ordre de 700 et quelques mégawatts sur l'ensemble du territoire. La production réellement disponible n'excède pas 500 mégawatts. À l'époque, quand j'étais à la tête du ministère, nous avions eu de très grands débats d'experts pour déterminer la demande. Beaucoup, de mon point de vue, confondaient demande et consommation. C'est 2 choses complètement différentes. La consommation actuelle, évidemment, est liée à la disponibilité. On ne peut pas consommer ce qu'on n'a pas. Donc oui, on consomme environ 500 mégawatts. Mais ce n'est pas ça la demande. Dans le cadre de mes échanges récents avec le directeur général de l'énergie, il m'a informé que d'engager une discussion avec les miniers, et la demande des miniers, la demande non pourvue, elle est de 2200 mégawatts. 2200. Ça, c'est que les miniers.
auquel il faut ajouter les pétroliers, les forestiers, les autres industriels et les ménages. Donc, a priori, pour moi, la demande actuelle ne peut pas être inférieure à 3 000 millions pour 500 MW disponibles. On a un déficit, je ne veux pas dire abyssal, mais colossal. Nous ne pourrons pas résoudre la question de l'amélioration du service d'électricité et de l'eau, puisque celui de l'eau dépend de l'électricité, étroitement, si nous ne réglons pas la question du gap de production. Je sais qu'il y a de très grands débats sur la production. Nous-mêmes, dans le cadre de la mission 300, nous sommes engagés de façon très précise à privilégier les énergies renouvelables pour qu'elles représentent combien de pourcents, M. Bouessot, en 2030? 71%, je crois que c'est ça le chiffre très précis qui m'a étonné. Il y a même 1% dedans. Nous, les mathématiciens, on arrondit facilement. Ce n'est pas un matheux qui a fait ça. N'est-ce pas, professeur? Et c'est un ancien matheux. Je crois qu'il a perdu. Il est devenu développement urbain, plus que matheux. C'est 71%, c'est ça? 71%. Qui c'est qui a fait un chiffre comme ça? Pourquoi pas 70? Bon, quelqu'un fait un calcul savant. Pour que les énergies renouvelables représentent la première source d'approvisionnement du pays en électricité, donc l'hydroélectricité en tête, bien sûr, le solaire, l'éolien, c'est dans quelques zones particulières, c'est la côte, et puis les plateaux, Patéké. Donc, que ces énergies renouvelables représentent notre priorité. Le seul problème, c'est que l'hydroélectricité, ça prend un certain temps. Donc, dans mes 2 ans, là, il n'y a que les micro-barrages qui pourraient rentrer pour améliorer la production, pour résorber le gap qui est donc de 2500 MW. Sunda, Cholet, compagnie, les coudes ne pourront pas rentrer dans les 2 ans, impossible. Donc, pour les 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Le président, dans son projet de société, a fixé l'objectif de puissance dont doit disposer le pays à 3000 MW. J'étais le porte-parole énergie et pétrole, c'est moi qui défendais ça. Personnellement, je crois que 3000 MW, c'est pour d'ici 3 ans. Pour d'ici 5 ans, je crois qu'il faut se fixer 5000 MW. En 2040, nous avons convenu avec KPMG de se fixer comme objectif 10 000 MW. Ils avaient mis 9 000. Eux aussi, ils ont fait le calcul savant. J'ai dit on peut arrondir 10 000. 1000 MW de plus, je crois que ça nous fera du bien. Et c'est tout à fait possible. Quand on a 27 000 MW de potentiel hydroélectrique, on peut raisonnablement viser d'en produire moins de la moitié dans 2040, ça fait 14 ans. Donc, personnellement, je considère qu'on doit se fixer comme objectif pour 2030, 5 000 MW. Pour les 3 ans à venir, nous sommes en 2026, donc 2029, non même pas, c'est pour les 2 ans à venir, pardon. Pour les 2 ans à venir, 2028, 3 000 MW. C'est-à-dire rattraper la demande actuelle, mais dans 2 ans, elle aura augmenté. Hein. La demande, elle augmente toujours à cause de la croissance démographique et la croissance économique. La nôtre est forte, donc ça augmente. Donc si on a 3 000 MW en 2030, en 2028, on sera déjà en retard. Bon, et le gap sera plus faible. Donc, les méga projets d'hydroélectricité, ben non, pour 2 ans, ce n'est pas la solution. Pour l'hydroélectricité, on peut espérer réaliser les micro-barrages. J'ai vu beaucoup de discours sur les hydroliennes, j'ai beaucoup souri, je ne sais pas qui est amoureux des hydroliennes. Je crois beaucoup aux hydroliennes, mais pas du tout comme une solution globale pour résorber un déficit aussi important. Jamais. Les hydroliennes, c'est une solution de proximité pour alimenter un village, une localité comme Olombo, mais pas plus que ça. Et même, et encore, pas sûr, pour une ferme, pour une unité. Mais j'ai vu qu'il y a vraiment toute une littérature dans le pacte énergétique national sur les hydroliennes. Quelqu'un devrait être en amour.
en être amoureux. Alors, si l'hydroélectricité pour 2 ans n'est pas la solution, ben, il nous en reste 2. Le solaire et une que vous n'aimez pas, le gaz. Désolé, on n'a pas le choix. L'éolien, je vous ai dit, il n'y a que 2 zones. Donc, et encore, on n'a pas commencé chez nous, il faut trouver les partenaires, il faut les convaincre. Donc, les 2 solutions, pour le très court terme, c'est le solaire et c'est le gaz to power. Donc, il va falloir qu'on s'adapte à ça. Pour 2 ans, nous aurons donc à définir le mix énergétique de l'échéance de 2 ans. Pour 5 ans, nous aurons un mix énergétique pour 5 ans et un mix énergétique pour 2040. Et j'espère qu'en 2040, là, oui, nous aurons pu atteindre le pourcentage que nous espérons. Pour 2030, moi, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. Qu'on aurait 71% d'électricité hydroélectrique en 2030, je n'y crois pas beaucoup. Mais je veux bien que quelqu'un me prouve que je me trompe. Tout le monde peut se tromper. Bon, tout cela devrait être mis dans le plan à très court terme de 2 ans, l'augmentation de la production. Les partenaires pour le solaire, si je fais la somme des propositions, nous dépassons les 2500 MW. Partenaires pour être producteurs indépendants. Le total des propositions que j'ai trouvées sur la table et celles qui sont en train de s'ajouter dépassent les 2500 MW. Les partenaires pour le gaz to power dépassent les 2500 MW. Ou je devrais dire environ 2500 MW. Donc, avec le solaire et le gaz, on dépasserait même mes 3 MW. Mais pour les réaliser, il y a un certain nombre d'éléments structurels à régler. La production, une fois qu'elle est réalisée, elle passe par le transport, elle passe par le réseau de distribution avant d'arriver chez le client. Il faut régler tout ce trajet. Et tout ce que cela implique sur le plan contractuel, tout ce que cela implique sur le plan tarifaire. Il faut régler ça. Tout ce que cela implique comme considération d'ordre économique. Donc, nous n'aurons pas d'autre choix que de regarder le modèle économique, y compris pour le plan à très court terme. Nous n'avons pas d'autre choix que de revoir les modèles qui ont été faits, de les mettre à jour et si c'est nécessaire, d'en refaire un pour garantir à chaque acteur qui gagne de l'argent. S'il ne gagne pas de l'argent, il repartira en courant. Ce ne sera pas viable. Et pour définir, clarifier, et je crois que nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre des textes d'application des 2 lois qui clarifient le traitement contractuel de ce trajet-là, depuis le producteur jusqu'au client final. Ce que je dis pour l'électricité est valable pour l'eau, évidemment. Nous allons avoir un énorme travail juridique. Ma pauvre conseillère, cette idée juridique, je ne sais pas si je ne vais pas lui permettre d'avoir en place une vraie équipe en s'appuyant sur les juristes des entreprises. J'espère qu'il y en a là-bas. Et peut-être que nous n'aurons pas d'autre choix que de chercher des cabinets pour nous aider sur ce plan, parce qu'il y aura énormément de textes d'application à prendre pour clarifier, détailler les choses pour que chacun sache exactement comment il se comporte vis-à-vis des autres acteurs des 2 secteurs. Tout cela devrait être fait dans le cadre de ce plan d'action à très court terme. Voilà l'essentiel, je dois vous dire, de ce que je souhaitais vous dire. Le plus urgent, c'est le point sur les projets. Le plus urgent ensuite, c'est de les mettre en cohérence. Le plus urgent ensuite, c'est de les mettre en œuvre. Pour les projets en cours, le point sur les projets consiste à savoir qu'est-ce qu'on a déjà fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vise, est-ce que ce qu'on a prévu
permet d'atteindre l'objectif. Si ce n'est pas le cas, on corrige. Pour ceux qui n'ont pas encore démarré, c'est de s'assurer que les cahiers des charges, ainsi de suite, les choix qui sont faits sont parfaitement conformes aux exigences techniques de service et permettent d'atteindre les objectifs. Et pour que, plus tard, après fin juillet, ou plus tard, début août, le Congo tout entier, et franchement, ce n'est pas de la démagogie, le Congo tout entier soit en chantier pour l'eau et l'électricité. Avec tout ce qui est disponible, vous voyez, ce n'est pas moi qui négociais ça. L'essentiel, je l'ai trouvé. Mais tous les jours où je vais dans mon bureau, j'ai au minimum une proposition supplémentaire. Soit pour l'eau, soit pour l'électricité, de partenaires. Soit privés, soit internationaux, soit bilatéraux. Pour les deux secteurs de l'électricité, je suis assez surpris par cet appétit que je constate. Pour ces deux secteurs, tant mieux, puisque c'est la priorité du moment. Donc, nous avons de quoi transformer le Congo en immense chantier pour l'eau et l'électricité. Chantier à Brazzaville, c'est évident. Chantier à Pointe-Noire, c'est évident. Il faut que ce soit aussi un chantier dans les plus grandes localités. On va s'en assurer. Chantier dans les zones rurales, c'est évident. C'est déjà fait. Vous savez, rien que pour les compteurs, si nous engageons ce que je viens de décider, la démarche pour équiper chaque abonné de la SN2 d'un compteur, chaque abonné de EKRC d'un compteur intelligent, c'est un chantier national sur 2 ans. Rien que ça. Le réseau de distribution. Les chiffres que je vois, et on va mettre tous les projets ensemble pour les finaliser, mais j'entends parler d'une centaine de postes de distribution réhabilités et d'une centaine de postes nouveaux construits, avec les liaisons qui vont avec. Même si c'est 100 postes à réhabiliter, 100 postes nouveaux pour Brazza et Pointe-Noire, on a mis Brazza et Pointe-Noire en chantier. Vous imaginez? Avec les lignes qui vont avec. Et je ne parle pas des sous-stations, je ne parle pas... Vous m'avez entendu, je crois, parler à la fois aux assemblées annuelles et aux IAN. Je discutais avec des partenaires ghanéens qui font partie de ceux qui me font des propositions aujourd'hui. Et pour étayer ce qu'il voudrait nous apporter, il a sorti son portable, il m'a montré l'application de la compagnie d'électricité ghanéenne, il est rentré dedans, il m'a dit ça c'est ma maison, ça c'est la maison de ma mère, ça c'est la maison de ma soeur, ça c'est la maison de je ne sais pas qui. Donc, depuis mon portable, je peux suivre la situation de ces maisons-là. Nous sommes en compteur prépayé, donc avant que le paiement arrive à échéance et qu'on coupe le courant, je suis alerté. Quel que soit l'endroit du monde où je me trouve, je peux payer. Ce n'est pas un pays américain ni européen, c'est un pays africain. Et je crois qu'au Sénégal, c'est pareil. Je crois qu'au Rwanda, c'est pareil. Ce n'est pas de la magie. Pas du tout. Et grâce au compteur prépayé et l'électronique qu'il y a dedans, je l'ai dit, nous pouvons rapatrier les données de réseau vers les calculateurs. Ces calculateurs rapatrient ça vers les centres de contrôle. On pourrait avoir un centre de contrôle à Brazzaville, un centre de contrôle à Pointe-Noire, et visualiser l'ensemble du réseau de distribution. Et chaque fois qu'il y a un défaut, on est alerté. À l'instant, en temps réel. Au Rwanda, ils ont ça. Et la règle là-bas, c'est que le défaut ne doit pas excéder 2 heures. Puisque étant alerté en temps réel, vous pouvez prévenir l'équipe la plus proche. Et elle a 2 heures. Si ça dépasse 2 heures, ils doivent expliquer pourquoi ça dépasse 2 heures. Mais par ailleurs, en ayant la visualisation du défaut, vous pouvez
par les actions qu'on peut mener à distance, isoler le strict minimum, mais pas couper tout un quartier ou toute une ville. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas du tout la magie. Et je vous dis, dans les offres qui me sont faites régulièrement, entre autres, il y a ça. Mettre ça en place, avec un système SCADA, ainsi de suite, il y en a qui le connaissent. Donc, je répète, pendant 2 ans, nous voulons mettre le Congo en chantier pour l'électricité, et c'est possible. Ce n'est pas du vent, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de la démagogie. Pas du tout. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Si je ne parle pas des réformes, vous allez dire le ministre a botté en touche. Pour les réformes, je vais vous dire ce que j'ai dit aux 2 DG que j'ai rencontrés. DG de KRC, DG CE. Je leur dis pour les réformes, moi je suis venu écouter. Le gouvernement a essayé pour l'eau à mon époque, c'est Dieu. Il y a 16 ans, nous avions mis en place un contrat de service. Nous avions choisi Veolia, sur le modèle de ce qui se faisait en Algérie, Burkina, Madagascar. Je suis parti en laissant Veolia et puis ça s'est mal passé. Et je crois que c'est nous, gouvernement, qui n'avons pas rempli nos obligations. Et je crois aussi qu'on n'avait pas suffisamment défini un certain nombre de détails du contrat de service. Et ça s'est mal passé. Et on l'a arrêté. Récemment, le gouvernement a voulu mettre en place l'affermage. Ça s'est mal passé. Moi, je viens pour écouter tous les acteurs, pour savoir ce qu'ils veulent, comme réforme, et du secteur, et des acteurs. Et les acteurs, il n'y a pas que EKRC et NCDE. La réflexion doit se mener aussi pour l'ANER et l'ANIR, pour les 2 régulateurs et pour les 2 fonds. Elle doit se mener aussi pour la CEC. Qu'est-ce qu'on en fait? Je veux faire une démarche, comment on dit, je ne sais plus comment on dit ça en anglais, du bas vers le haut et pas l'inverse. Je demande aux acteurs de réfléchir, je vous laisse le temps, allez-y, faites du brainstorming, faites des séminaires, tout ce que vous voulez. Et ramenez-moi vos réflexions. Et on va discuter ensemble. Et on va tenter d'avoir un compromis. Parce que si on n'est pas d'accord sur ce qu'il y a à faire, on ne va pas y arriver. Et si on parvient à un compromis, je me fais fort d'aller le défendre auprès du gouvernement. Mais ne restez pas tranquille, ne proposez rien, et quand le gouvernement propose, ce n'est jamais assez bon. Donc, la responsabilité est chez vous, désormais, et dans votre camp. La balle est dans votre camp. Elle n'est plus autonome, elle est chez vous. Si ça vous prend 6 mois, pas de problème. Si c'est 1 an, pas de problème. Bon, après 1 an, je vous demanderai quand même, vous avez dormi, vous travaillez, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, 1 an, j'ai des comptes à rendre. Mais si nous pouvons finir la réflexion et inscrire des réformes dans le cadre du plan d'action à court terme, pourquoi pas? Mais la dynamique va dépendre de vous. La vélocité va dépendre de vous. Moi, j'ai des idées. Je les garde pour ma place. J'attends les vôtres et puis on va confronter les idées. Pour que, ensemble, on soit unis devant le gouvernement et devant le Parlement. Ensemble, unis. Et le ministre et les acteurs, notamment le personnel. Voilà ma démarche pour les réformes. Pour l'instant, on va avancer sur les plans d'action à court terme. On va avancer sur la revue de la gouvernance générale et les textes fondamentaux, lois, stratégies, politiques, ainsi de suite. Ça nous emmènera forcément à parler de la réforme à un moment donné. Donc, si la réflexion a mûri, elle sera intégrée dans cette démarche-là. Et nous aurons, pour les 10-15 années à venir, une proposition à faire à la nation sur comment nous voyons l'amélioration des performances de ces 2 secteurs eau et électricité.
Voilà, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Je pense avoir dit l'essentiel. À ce stade, c'était une prise de contact, c'est une communication. Vous avez la matière pour réfléchir là-dessus. Je continue à recevoir les uns et les autres. Vous avez la possibilité de revenir voir le ministre pour l'interroger, y compris sur ce que j'ai dit là, dans un échange direct. Direction générale, conseil d'administration, syndicat, vous pouvez venir voir le ministre. Un cadre, tout seul peut venir me voir, moi ça ne me pose aucun problème, on discute de ça. S'il y a des clarifications à apporter, et s'il a d'autres idées, s'il y a des améliorations dans ce début de réflexion, n'est pas achevé, aucun problème. Mais pour l'instant, c'est une communication. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention.